J'ai grandi en tant qu'enfant de militaire à San Diego, en Californie. Mon père a servi dans le corps des Marines pendant 25 ans, atteignant finalement le grade de sergent d'armes avant de prendre sa retraite en 2011. Je suis vraiment fier de lui et je l'aime beaucoup, mais je ne vais pas embellir la réalité. Grandir avec un parent dans l'armée n'était pas facile. Il n'était pas souvent à la maison, et quand il l'était, il avait tendance à être un peu strict. Je n'avais pas autant de liberté que certains de mes amis, mais c'était à la fois un avantage et un inconvénient, car cela m'a permis de rester concentré à l'école et de me donner les moyens d'entrer dans une bonne université plus tard dans la vie. Mais sans aucun doute, la pire partie de son engagement dans les Marines, c'était quand il devait partir à la guerre. Même s'il n'a pas participé à l'invasion initiale, papa a été déployé en Irak en juin 2003. J'avais 11 ans à l'époque, et c'était vraiment, vraiment dur de lui dire au revoir, peu importe à quel point il essayait de nous rassurer en disant qu'il irait bien. J'étais suffisamment âgé pour comprendre avec acuité que cela pourrait très bien être la dernière fois que je lui parlerais, la dernière fois que je le serrerais dans mes bras, la dernière fois que je le verrais vivant. Inutile de dire que les 6 mois suivants ont été parmi les plus stressants de ma vie. Chaque petit reportage que je voyais à la télé me rendait extrêmement anxieux, et chaque fois que nous apprenions qu'un soldat était mort là-bas, je craignais le pire. Maman essayait de me protéger du mieux qu'elle pouvait, mais au risque de paraître un peu prétentieux, j'étais intelligent, curieux et sensible enfant. Et elle ne pouvait pas faire grand-chose pour m'empêcher de m'inquiéter. Alors, en septembre 2003, maman a décidé de m'emmener à Disneyland pour le week-end, histoire de me changer les idées. Honnêtement, c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'étais un grand fan des films Disney quand j'étais petit et, même si j'étais déjà allé à Disneyland quelques fois avant, le fait d'être si stressé à la maison faisait que redécouvrir le parc était comme le voir avec des yeux neufs. J'ai pris des photos avec autant de personnages que possible, et chaque manège que maman et moi faisions me soulageait un peu plus de mon anxiété et de ma dépression. Toute la première journée se passait merveilleusement bien, jusqu'à ce qu'on fasse la queue pour monter à bord de la Big Thunder Mountain Railroad. Je suis à peu près certain qu'il était environ 11h30 quand nous sommes montés dans les petits wagons du train. Tout se déroulait bien au début. Nous avancions à toute allure à travers tous ces virages et détours, jusqu'à ce que nous arrivions dans une sorte de désert factice et que le train commence à monter une pente dans un tunnel sombre. Je me souviens juste d'avoir ressenti cette secousse qui a fait trembler les wagons, alors que nous étions plongés dans l'obscurité, puis ce bruit horrible de métal grinçant suivi d'un bruit sourd avant que les gens dans les wagons devant nous ne commencent à crier. Tout s'est soudainement arrêté et tout le monde était vraiment secoué. C'est alors que j'ai entendu certaines des choses les plus horribles de ma vie. Une femme commençait à crier « Marc, Marc, réveille-toi, Marc !» Nous étions presque dans l'obscurité totale, mais il y avait un peu de lumière provenant des ouvertures du tunnel de chaque côté, et je me souviens d'avoir vu que certains des wagons n'étaient même plus sur les rails. Ceux devant nous étaient mouillés et brillaient d'un fluide que je n'ai réalisé que plus tard être du sang. Quelques instants après l'arrêt des wagons, les gens ont commencé à en sortir et à marcher rapidement dans le tunnel, criant que quelqu'un était grièvement blessé et qu'on avait besoin d'aide le plus vite possible. Alors que maman et moi descendions du wagon et suivions les autres, je pouvais voir que le train à l'avant du coaster avait déraillé et que l'arrière du wagon s'était en quelque sorte encastré dans celui juste derrière. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que quiconque était dans le wagon derrière avait pris de plein fouet la force de cet accident en montant cette pente. Il y avait aussi des gens dans les wagons devant nous qui étaient piégés, coincés dans les wagons et incapables de sortir à cause de la position des wagons dans le tunnel. Heureusement, maman et moi n'étions pas bloqués, donc nous avons pu simplement sortir de là. Mais je pense qu'il a fallu environ une demi-heure avant que les pompiers ne parviennent à libérer les autres, afin que les secouristes puissent les soigner et les emmener à l'hôpital. Tous ceux qui avaient pu sortir ont été dirigés par le personnel du parc vers le Riverbell Terrace, où une zone de soins médicaux avait été installée. Comme je l'ai dit, maman et moi allions plutôt bien, juste un peu secoués par l'incident, mais il y avait des gens avec des blessures graves qui n'avaient pas eu autant de chance, et nous avons appris plus tard que l'homme qui était dans le premier wagon
était en réalité décédé de ses blessures. C'est horriblement tragique qu'une personne perde la vie alors qu'elle ne voulait que passer un bon moment à Disneyland, à faire quelques montagnes russes. Et je sais que c'est un peu tordu de penser comme ça, mais on a vraiment eu de la chance ce jour-là, car beaucoup plus de personnes auraient pu mourir. Honnêtement, j'ai été surpris d'apprendre qu'il n'y avait qu'une seule victime ce jour-là. Au moins la moitié des passagers du train auraient pu perdre la vie, vu comment le train s'est encastré dans les wagons derrière lui. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais monté dans une montagne russe, et les parcs d'attractions en général me donnent la chair de poule. Je sais qu'ils sont super amusants, et j'espère dépasser ma peur un jour, mais pour l'instant, je préfère les éviter et rester en sécurité, car même le bruit des gens qui crient dessus me rappelle Big Thunder Mountain, et cette pauvre femme qui continuait à hurler pour que son mari ou son fils ou qui que ce soit se réveille. En 1999, je travaillais à Disney World à Orlando, en Floride. J'étais agent d'entretien, ce qui est vraiment la façon sophistiquée de Disney World de dire « homme de ménage ». Nous travaillions principalement lorsque le parc était fermé, pour nettoyer l'endroit, vider les poubelles et traiter toutes les attractions aquatiques du parc avec des produits chimiques de nettoyage, pour éviter qu'elles ne stagnent et ne sentent mauvais. Mais il y avait aussi un peu d'interaction avec les invités, y compris donner des indications, aider les visiteurs à planifier leur journée et répondre aux millions de questions qu'ils avaient sur le parc. Donc, je suppose que mon travail était à 70% homme de ménage et à 30% point d'information ambulant. Il y avait des avantages majeurs, mais aussi de gros inconvénients. Je recevais des invités mécontents qui venaient tout me voir pour se plaindre du mauvais temps, car cela signifiait que certaines attractions étaient fermées pendant quelques heures. Il fallait donc gérer ça en souriant, hochant la tête et sympathisant, mais parfois, j'avais l'impression qu'ils voulaient que je tape dans mes mains et que les nuages disparaissent au-dessus de nos têtes, comme si j'avais ce pouvoir. Ce n'était pas de ma faute s'ils choisissaient de venir à Disney World pendant la saison des ouragans, mais bon, ils pourraient en faire de meilleurs choix. J'ai dû gérer quelques enfants perdus aussi, et je devais aussi apporter des objets de valeur au service des objets trouvés sur Main Street, ce qui était amusant, car cela signifiait que je pouvais traverser le Magic Kingdom en chemin vers les objets trouvés. C'était l'une des bonnes choses d'être agent d'entretien. On pouvait marcher partout dans le parc, dans la limite du raisonnable. Par exemple, si un invité voulait des indications pour Space Mountain, je pouvais l'accompagner jusqu'à Tomorrowland au lieu de simplement lui dire comment y aller. Cela fonctionnait bien pour communiquer avec les invités qui ne parlaient pas du tout anglais. J'ai vécu beaucoup de bons moments durant ce travail. Toute l'équipe était comme une grande famille. Mais je suppose que c'est pour cela que ce que je m'apprête à raconter est probablement la pire chose qui me soit arrivée de toute ma vie, et pourquoi cela me bouleverse encore, 21 ans plus tard. Cela s'est passé le deuxième week-end de février 1999. Le parc ouvrait à 11 heures du matin, donc nous passions les 2 ou 3 premières heures de notre service à faire des nettoyages cosmétiques, tester les manèges et vérifier que le parc était prêt pour la journée. La matinée de mon service consistait à aider au nettoyage et à la préparation de Tomorrowland. À un moment donné, je marchais dans le parc et j'ai vu ce type, Ray, sur la plateforme du Skyway à Fantasyland. Il balayait, sifflant pour lui-même, toujours aussi joyeux. Ray avait une 60aine d'années à l'époque et travaillait déjà avec nous depuis environ 1 an. Tout le monde l'aimait. Il était plus âgé que la plupart d'entre nous, mais il était super détendu et amical, toujours prêt à aider ses collègues. Comme je l'ai dit, nous étions une grande famille. Nous travaillions ensemble, faisions la fête ensemble, et certains d'entre nous vivaient même ensemble. Je lui ai crié « Bonjour Ray Ray ». Il m'a juste souri, m'a rendu le salut et a agité la main avant de retourner à son balayage. C'était une belle matinée. Tout le monde était de bonne humeur. C'était une autre journée dans un véritable paradis, dans mon esprit. Je marchais encore vers Tomorrowland pendant quelques minutes quand j'ai entendu un bourdonnement électrique au-dessus de ma tête, le son du Skyway qui démarrait, avec les gondoles de 4 personnes qui commençaient à se déplacer sur la piste. Je me sens encore mal d'avoir mis autant de temps à réaliser ce qui n'allait pas. C'était un dimanche matin, et j'étais assez fatigué,
et légèrement gueule de bois après avoir bu avec quelques autres employés la veille. Honnêtement, il m'a fallu un certain temps pour arrêter de me blâmer de ne pas avoir empêché ce qui allait se passer, car je me suis dit que si j'avais été plus vif, j'aurais pu vraiment aider. Puis ça m'a frappé. Les gondoles avançaient assez vite pour leur premier tour d'essai, et Ray était toujours sur la plateforme. Quelqu'un avait allumé le Skyway sans vérifier si c'était dégagé ou non. Alors, j'ai commencé à courir dans la direction d'où je venais, suivant la plateforme et le Skyway, en espérant rattraper Ray avant que les gondoles ne l'atteignent. Je courais aussi vite que possible pour essayer de rattraper la première gondole, mais je n'arrivais tout simplement pas à réduire la distance à temps. Je lève les yeux et je vois Ray sifflant pour lui-même, dos aux gondoles, sans les voir arriver. Alors, j'ai commencé à lui crier de se mettre à l'abri avant que les gondoles ne le renversent du Skyway, qui est à environ 60 pieds de haut. Il m'a entendu, s'est retourné, évidemment horrifié de voir que quelqu'un avait allumé le Skyway sans vérifier si c'était dégagé. Il avait cette voix mêlée de colère et de peur quand il s'est retourné et a commencé à s'éloigner le plus rapidement possible de la gondole. Mais il ne pouvait tout simplement pas aller assez vite. La gondole l'a rapidement rattrapé, mais elle ne l'a pas fait tomber tout de suite. Ray s'est accroché à la gondole et a essayé de se hisser à l'intérieur pour ne pas tomber, mais il n'était tout simplement pas assez fort. Et tout d'un coup, je le vois pendu à la gondole, risquant de tomber les 60 pieds jusqu'au béton en dessous. Je lui criais « Tiens bon Ray, tiens bon !» Mais il n'y avait rien que je puisse faire. Je devais juste le regarder lutter pour s'accrocher à cette gondole, alors qu'elle avançait le long du Skyway, sachant qu'il ne tiendrait pas longtemps avant de lâcher. Je voyais Ray regarder par-dessus son épaule vers le sol en dessous de lui de temps en temps, et je n'oublierai jamais l'expression de terreur absolue sur son visage, ni ce sentiment d'impuissance totale que j'ai ressenti en voyant tout ça se dérouler. Puis, la gondole a commencé à passer au-dessus de parterres de fleurs au lieu du béton. Je me suis dit que la terre et les plantes devaient être une meilleure option pour atterrir, forcément. Alors j'ai commencé à crier « Saute Ray, saute sur les fleurs, vas-y !» Je ne sais pas s'il a délibérément lâché ou s'il a simplement perdu prise, mais il est tombé tout d'un coup 60 pieds plus bas, s'écrasant avec un bruit sourd dans les parterres de fleurs. Le regarder tomber ressemblait à du ralenti ou quelque chose comme ça. Il semblait tomber si lentement, mais j'imagine que c'était juste parce qu'il avait une si longue chute. Il était dans un état vraiment grave quand je l'ai rejoint. Il ne bougeait pas du tout, il restait là, parmi les fleurs, les yeux vitreux, gémissant et haletant de douleur. Et juste avant que je ne parte chercher de l'aide, je l'ai vu cracher du sang sur sa lèvre inférieure et son menton. J'étais en pleurs quand j'ai trouvé un autre employé pour demander de l'aide, le suppliant d'appeler le 911 pour qu'une ambulance arrive le plus vite possible. Les secours sont arrivés moins de 20 minutes plus tard et ils ont transporté Ray hors du parc sur une civière avant de l'emmener à l'Orlando Regional Medical Center. Nous avons tous prié pour qu'il s'en sorte, et cela nous a donné beaucoup d'espoir qu'il soit tombé sur les parterres de fleurs et non directement sur le béton, ce qui aurait certainement tué quiconque aurait fait une chute aussi longue. Mais quelques heures plus tard, nous avons appris qu'il n'avait pas survécu, que ses blessures étaient si graves qu'il était décédé malgré les efforts du personnel de l'hôpital. La chute avait causé trop de traumatismes, trop d'hémorragies internes, et il s'était éteint après qu'ils eurent opéré pour drainer le sang de ses poumons. Nous étions tous absolument dévastés d'avoir perdu un collègue si joyeux, charmant et dévoué. Ray rendait chacune de nos journées un peu plus lumineuses, et il serait impossible de vraiment le remplacer. J'avais de la peine pour sa famille, j'avais de la peine pour ses amis, mais j'avais surtout de la peine pour la personne qui avait allumé les gondoles sans s'assurer que le Skyway était dégagé. Techniquement, Ray aurait dû avoir fini son balayage à 7 heures de la matinée, mais comme je l'ai dit, il était dévoué et c'était le genre de gars qui ne terminait pas un travail tant qu'il n'était pas correctement fait. La personne qui avait allumé le Skyway, que je ne nommerai pas, était totalement inconsolable, à tel point qu'elle a dû être mise en congé avant de finalement démissionner. Elle se blâmait pour la mort de Ray, disant qu'elle aurait dû vérifier les caméras, faire un tour de la zone pour s'assurer que la plateforme était dégagée. Ce n'était la faute de personne. J'ai fini par l'accepter. C'était juste une horrible défaillance de communication, et cela aurait pu arriver à n'importe qui. Ce n'était pas ma faute, ce n'était pas la faute de Ray, ce n'était pas la faute de l'opérateur du Skyway. C'était juste un horrible coup du sort.
Tous ceux qui ont pu obtenir un congé ont assisté aux funérailles de Ray. Nous voulions tous être là pour sa famille autant que possible, pour leur assurer que leur mari et père étaient l'un des gars les plus gentils que nous ayons jamais connus. Ray a été le premier employé du parc à mourir en plus de 10 ans, et un petit mémorial a été installé en coulisses pour lui, afin que nous puissions tous nous souvenir de lui à son meilleur, avec un sourire sur le visage, au lieu de l'image de peur et de souffrance. Repose en paix, Raymond Barlow. Nous t'aimons et tu nous manques chaque jour. C'est le rêve de tous les enfants d'aller à Disney World, non? C'est un rêve que beaucoup d'enfants américains ne voient jamais se réaliser, encore moins les enfants britanniques. Alors, je me suis toujours senti extrêmement chanceux et privilégié que mes parents non seulement aient les moyens financiers de nous emmener, ma famille et moi, en Floride pour 2 semaines, mais qu'ils aient aussi pris le temps de le faire. Très probablement, ils n'en avaient pas envie. Je veux dire, sans vouloir offenser qui que ce soit, mais quel adulte voudrait vraiment passer tout ce temps à faire la queue pour les manèges, sous un soleil brûlant, après avoir payé des churros et de la sauce au chocolat hors de prix? Je ne parle même pas de l'arnaque pure et simple des dollars Disney, mais malgré tout, mes parents ont cédé à mes supplications et à celles de ma sœur pour nous emmener de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'état probablement le plus fou des États-Unis, la Floride. Cela s'est passé il y a longtemps, en 1998, alors excusez-moi si je me trompe sur certains détails concernant le parc lui-même. Je me souviens cependant très bien de l'année car le jeu StarCraft venait de sortir, et j'ai eu la chance de m'en procurer un exemplaire aux États-Unis avant même qu'il ne soit commercialisé au Royaume-Uni. Pour moi, à 10 ans, la Floride ressemblait au monde perdu ou quelque chose comme ça. Je veux dire, il y avait des dinosaures, c'est-à-dire des fermes d'alligators, où l'on pouvait nourrir ces grandes bêtes avec des morceaux de viande. J'étais bien trop effrayé pour le faire moi-même, mais j'étais ravi de regarder mon père s'en occuper avant qu'il ne file en courant sur la passerelle en bois, comme s'il retombait en enfance par peur primitive. C'était le pays du jus Tropicana, où les portions de nourriture étaient énormes comparées à celles du Royaume-Uni, et où l'herbe et les arbres étaient si différents et fantastiques que j'avais l'impression d'avoir atterri sur une planète paradisiaque et alien. C'était l'état du soleil, de nom et de nature, et bien sûr, c'était la maison de l'endroit le plus magique de tout l'univers, Disney World. Mais c'est pendant notre 3e et dernière journée à Disney World qu'il s'est passé quelque chose que je n'ai pas vraiment compris avant d'être beaucoup plus âgé, une vérité que mes parents ont essayé de cacher à ma petite sœur et moi aussi longtemps qu'ils ont pu. Voilà comment ça s'est passé. Je me souviens que nous étions dans la partie Animal Kingdom du parc. J'ai toujours été très intéressé par l'histoire naturelle en grandissant, donc j'étais particulièrement excité de visiter cette partie de Disney World, et j'étais incroyablement heureux et enthousiaste d'y être. J'ai dû attendre 3 jours entiers à Disney avant que nous ne visitions enfin cette partie, et chaque autre enfant semblait aussi heureux que moi, sauf une. Dans la navette qui nous emmenait au parc, je me souviens avoir vu cette petite fille avec son père, qui paraissait incroyablement malheureuse pour une enfant ayant la chance de visiter Disney World. Mais bon, il y a toujours un enfant grincheux dans le lot, non? Celui qui n'a jamais l'air de s'amuser quoi qu'il se passe. Donc honnêtement, même si cela me rendait perplexe, j'ai vite oublié en me laissant submerger par mon propre enthousiasme à voir tous les animaux. Mon film Disney préféré était Le Roi Lion, donc forcément j'étais surexcité. Mais tout au long de la journée, que ce soit sur les manèges, ou lors de la petite visite safari, ou en mangeant dans l'un des cafés, je continuais à voir cette petite fille et son père, et elle avait toujours l'air épuisée et malheureuse. J'ai commencé à la montrer du doigt, à tel point que mes parents ont fini par me dire d'arrêter de fixer les autres enfants, que c'était impoli. Alors j'ai arrêté car je savais qu'ils avaient raison. Évidemment, c'est impoli de fixer quelqu'un, et en plus, la petite fille avait l'air terriblement triste, et la fixer n'allait sûrement pas arranger les choses. Un peu plus tard, je me souviens marcher en buvant l'un de ces sodas américains gigantesques, heureux comme tout, quand j'ai vu la petite fille et son père devant nous. Je ne vais pas faire semblant et dire que je sentais que quelque chose n'allait pas, que j'avais deviné. Non, pas du tout. Mais une chose m'a frappé comme étrange. À 10 ans, je détestais tenir la main de ma mère ou de mon père. Je disais que c'était un truc de bébé,
Et comme moi, cette petite fille n'avait pas l'air très enthousiaste à l'idée de tenir la main de son père. À un moment donné, elle a même essayé de se dégager, mais il continuait à lui tenir la main. Puis, à un moment, il a attrapé son poignet fermement en lui disant de bien se comporter. J'ai trouvé ça plutôt inquiétant et j'ai levé les yeux vers mon père, comme pour lui dire « Tu vois ça ?» en m'attendant à ce qu'il me dise encore d'arrêter de fixer. Mes parents avaient l'air un peu préoccupés par ce qui se passait, mais je n'ai pas osé dire quoi que ce soit. J'étais assez grand pour savoir que certains enfants se comportent mal parfois, et les gens autour de nous avaient cette attitude gênée du « faisons comme si de rien n'était ». Mais au lieu de se calmer, la petite fille s'est mise à pleurer et à crier « Je veux ma maman, je veux ma maman », tandis que l'homme essayait de la calmer en lui disant « On va bientôt retrouver ta maman, chérie », et d'autres choses du même genre. Ce qui s'est passé ensuite est un peu flou dans ma mémoire. Il y a eu beaucoup de remue-ménage, mais voici comment mon père raconte l'histoire de son point de vue. Apparemment, alors que la petite fille pleurait, mon père l'a entendu dire clairement « Je veux papa. Où est papa ?» D'après ce qu'il raconte, l'ambiance autour de nous a changé du tout au tout, car il est devenu évident que cet homme qui l'emmenait dans le parc n'était pas son père. Il y a eu une légère hésitation, personne n'a vraiment réagi tout de suite, et pour une bonne raison. L'homme aurait pu être son oncle, un ami de la famille, un tuteur légal. Rien de vraiment louche n'était évident jusqu'à ce que l'homme lui parle brusquement, d'une manière loin d'être parentale. Apparemment, un autre père américain a demandé « Il y a un problème, mon gars ?» Puis quelqu'un a demandé si cet homme était vraiment le père de la fille, et il a répondu que oui, avant de tenter à nouveau de rassurer la foule en disant que tout allait bien, qu'elle faisait juste un caprice. Je me souviens bien de la suite, car la petite fille a crié quelque chose avant que l'homme lui mette la main sur la bouche si fort que ça a résonné comme une claque. Ma mère a commencé à nous éloigner, ma sœur et moi, car la situation devenait tendue, vraiment tendue, très rapidement. Selon mon père, ce que la petite fille avait crié avant que l'homme ne tente de la faire taire, c'était qu'il n'était pas du tout son père et qu'il l'avait enlevé. C'est à partir de là que tout devient confus pour moi, car des gens ont commencé à bouger et à bloquer ma vue, et les cris et mouvements ont commencé. Mais je me souviens avoir vu cette femme corpulente se frayer un chemin à travers la foule avec la petite fille dans ses bras, qui à ce moment-là sanglotait de manière incontrôlable. Ensuite, je me souviens avoir vu la foule se balancer et s'agiter autour de l'homme. Il y avait des cris, des hurlements. Je veux dire, des hurlements tellement intenses et effrayants qu'ils me faisaient trembler de peur et ont fait éclater ma petite sœur en sanglots. Quand la sécurité du parc est arrivée, que moi, à 10 ans, j'avais pris pour la police, la foule a commencé à se disperser, et je me souviens distinctement avoir vu l'homme qui avait apparemment enlevé la petite fille, plaqué au sol, quelqu'un au-dessus de lui. C'est à peu près la seule partie que je me rappelle clairement à ce jour. Une grande partie de mes souvenirs a été remplie par les récits de mes parents, mais l'image de la rage de cet homme, de son visage tordu par la colère, est gravée dans mon esprit. C'est devenu d'autant plus sinistre maintenant que je sais pourquoi il était si furieux. Il avait enlevé cette fille et l'avait rendue docile en lui promettant une visite à Disneyland. Elle avait probablement tellement envie d'y aller qu'elle n'avait pas résisté. Et Dieu sait ce qu'il comptait faire avec elle ensuite, mais cette chance lui avait été enlevée par une bande de bons samaritains. Du moins, c'est comme ça que j'imagine qu'il voyait les choses. Jouer ce jeu malsain en trompant sa proie dans un faux sentiment de sécurité avant de finalement obtenir ce qu'il voulait. Mais je n'avais réalisé rien de tout ça à l'époque. Pour moi, à 10 ans, ce n'était qu'un immense chaos de confusion et de peur, mais je savais que ce qui se passait était très très grave. Nous n'avons aucune idée de ce qui est arrivé à l'homme ou à la petite fille après ça. Personne n'en a reparlé pendant le reste des vacances, et je suis presque sûr qu'il a fallu 5 ou 6 ans avant que mes parents ne me reparlent de l'événement pour m'expliquer ce qui s'était vraiment passé. D'après ce que je savais, j'avais seulement vu un père maltraiter sa fille, qui avait ensuite été arrêté pour cela. Et même aujourd'hui, ça me perturbe de savoir que l'une des pires choses que j'ai jamais vues s'est produite dans ce qui est censé être l'endroit le plus heureux de la Terre. Et de penser que si les choses s'étaient passées un peu différemment, cette fille aurait pu être morte,
Ou pire, quelques jours plus tard, et nous n'en aurions rien su. Dieu merci, elle a parlé quand elle l'a fait. Dieu merci, il y avait des gens qui ont réagi comme ils l'ont fait, car je n'ose pas imaginer l'alternative. Pour qu'ils puissent visiter Disney World, c'était une situation gagnant-gagnant. Ils arrêteraient enfin de nous harceler pour les y emmener, tandis que nous, les adultes, pourrions profiter des tropiques pendant 7 jours entiers pour ressentir ce que c'est que de vivre un véritable été. Ne vous méprenez pas, j'adore mon état natal du Maine, mais la seule chose plus effrayante que les livres de Stephen King, c'est le climat ici. Comme on dit, si tu n'aimes pas la météo en Nouvelle-Angleterre, attends une minute. Donc nous sommes à Orlando pour la semaine, et l'arrangement est que nous passerons 3 jours à Disney World, avec un jour de chaque côté, où les adultes pourront faire des trucs d'adultes. Nous nous promenons donc dans la ville, découvrant quelques sites et cuisant sous le soleil de Floride. J'obtiens la seule chose que je convoitais vraiment, un énorme sandwich cubain. Pendant ce temps, les enfants sont encadrés par leur mère pendant que je traîne derrière, essayant de ne pas m'évanouir après avoir ingéré mon poids en porc, pain et fromage. À un moment donné, ma femme a besoin d'aller aux toilettes, donc je suis chargé de garder un œil sur les enfants, pendant qu'elle court chercher un endroit qui lui permette d'utiliser les toilettes, sans lui demander d'ouvrir son sac à main. Admettons-le, c'est là que j'ai failli à être le meilleur père possible. Je trouve un banc à proximité, je m'y assois et dis aux enfants de rester là où je peux les voir, ce qui, vu que j'ai fermé les yeux et commencé à me prélasser au soleil comme le lézard gras et luisant que j'étais, était un peu redondant. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je suis sur le point de m'assoupir, quand je sursaute brusquement en pensant aux enfants. Je me lève, regarde autour de moi, et vois mon fils à mi-chemin dans la rue, en train de parler à un type déguisé en Mickey Mouse. Je savais que les personnages de Disney apparaissaient parfois hors des parcs, mais tout au fond du centre-ville d'Orlando, ça m'a un peu surpris. Mais j'étais surtout soulagé de constater qu'il n'avait pas disparu dans les airs, ce qui aurait ruiné bien plus que nos vacances, croyez-moi. Alors, je me dirige vers Mickey quand je commence à réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Les Mickey dans le parc étaient toujours très animés, avec des mouvements théâtraux pour divertir les enfants. Celui-ci, en revanche, était tout sauf cela. Pendant que mes enfants dansaient pratiquement autour de lui, super excités de le voir hors des parcs, Mickey se contentait de les fixer, presque comme si Mickey Mouse avait pris quelques pilules de Mickey. Désolé pour la blague de papa, c'est dans mes gènes. Mais ce n'est que lorsque je suis vraiment près de lui que je commence à voir à quel point ce Mickey particulier n'était pas seulement bizarre dans son comportement, il avait aussi l'air de ne pas aller. Ce n'était pas seulement la forme et la couleur de son costume d'imitation qui étaient décalés, c'était le fait qu'il était sale. Je veux dire, je comprends bien que ces trucs ne doivent pas être faciles à laver, je suis à peu près sûr que la tête seule ne rentrerait pas dans notre lave-linge à la maison. Mais ce costume-là était couvert de saleté et de vieilles taches. Il avait l'air sérieusement dégoûtant, et je n'ose même pas imaginer l'odeur à l'intérieur. Je ne suis pas totalement un crétin, j'ai compris, ou du moins je pensais comprendre, ce qu'il en était du type dans ce costume contrefait. Personne en situation financière stable ne choisit de porter un vieux costume de Mickey puant ou je ne sais quoi, et de se pavaner dans le centre-ville d'Orlando. Donc, alors que les enfants continuent de tourner en rond autour du gars, que je pensais simplement épuisé et à moitié victime d'un coup de chaleur, je mets la main à mon portefeuille et lui tends un billet de $20. Mais le gars se contente de me regarder, ou plutôt la tête le fait, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'était vraiment flippant. Ses 2 grands yeux noirs sans vie me fixaient à quelques mètres de distance, ce qui m'a sérieusement dérangé. Je tends vaguement le billet de $20 dans sa direction. Genre, « Allez mec, prends l'argent. » Le gars penche alors la tête dans ma direction, d'une manière tellement maîtrisée qu'on aurait dit un geste tout droit sorti d'un film d'horreur. Et bien sûr, je remets le billet de 20 dans mon portefeuille pour ne pas l'offenser davantage. J'appelle mes enfants pour qu'ils reviennent vers moi, car leur mère doit probablement se demander où nous sommes passés, et ils me répondent tous « Oh papa, est-ce qu'on peut encore jouer un peu avec Mickey ?» Eh bien, Mickey recommence à les fixer, ce qui évidemment me rend super mal à l'aise.
J'insiste désormais avec ma voix de papa autoritaire pour qu'ils fassent ce que je leur dis, ou je dirai à leur mère, la plus sévère, qu'ils se sont mal comportés. Alors qu'ils s'exécutent, Mickey tend la main pour essayer d'attraper mon fils, qui avait alors 7 ans. Ligne rouge franchie. Ne touchez pas à mes enfants à moins que je ne vous connaisse. Alors je m'avance vers lui et lui dis clairement qu'il n'a absolument pas le droit de poser la main sur mes enfants, surtout pas dans ce costume. Mickey recommence alors à me fixer, et tout ce temps, il n'a pas émis le moindre son. Je prends les 2 enfants par la main qui commencent à être assez bouleversés, car papa est en train d'être méchant avec Mickey, et Mickey n'agit pas comme d'habitude non plus. Je m'excuse auprès du gars pour avoir été brusque avec lui, et essaie d'en faire un de ces moments éducatifs en m'éloignant avec les enfants, leur expliquant bien qu'aucun adulte n'a le droit de les toucher sans leur permission explicite, et que les étrangers n'ont certainement pas le droit de les toucher, et qu'ils doivent nous le dire à maman ou à moi si jamais ça se produit. Mais là, je fais l'erreur de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule, et je vois Mickey encore en train de me fixer, réussissant même à être encore plus effrayant qu'avant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'étais vraiment pas habitué à l'humidité de la Floride, et la climatisation de notre chambre de motel, qui s'était bien comportée toute la semaine, avait choisi cette nuit-là pour commencer à tomber en panne. Dieu merci, le climatiseur de la chambre des enfants fonctionnait encore bien, mais le nôtre, pas tellement. Je finis donc par me lever et m'asseoir à la petite table de la kitchenette, en buvant un verre de quelque chose qui ressemblait plus à de la glace qu'à de l'eau, essayant simplement de me rafraîchir pour pouvoir me rendormir. Nous avions notre vol pour rentrer le lendemain, et j'avais besoin d'être aussi alerte que possible pour ne pas perdre nos cartes d'embarquement ou autres. Juste pour que vous compreniez, le motel où nous logions était composé de bungalows de plein pied, en forme de fer à cheval, et celui où nous étions se trouvait être face à l'autoroute. Je fais un tour à la fenêtre pour jeter un dernier coup d'œil à la nuit floridienne. J'adore y passer des vacances, et je comprends parfaitement pourquoi c'est la destination de choix pour les retraités. Mais pendant que je regarde à travers les stores, je vois quelque chose dehors qui me fait tomber la mâchoire. Dehors, silhouetté par les lumières de la rue, immobile comme une statue près de l'autoroute, il y a une forme évidente de Mickey Mouse. Les grandes oreilles rondes, les mains surdimensionnées, tout y est. Je dis à haute voix quelque chose du genre « Oh non, c'est pas possible », alors que je réalise que le type déguisé en Mickey de pacotille d'Orlando a, d'une manière ou d'une autre, découvert où nous logions. Alors là, je n'ai aucune idée de comment il a réussi à trouver ça, c'est une question qui me traverse encore l'esprit de temps en temps. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que sans son costume, il pouvait ressembler à n'importe qui. Donc il a pu nous suivre jusqu'au motel, à pied ou en voiture, et je n'en aurais même pas eu la moindre idée. Comme je l'ai dit, nous avons quitté la Floride le lendemain, et j'ai parlé à la police d'Orlando une seule fois, donc je n'ai absolument aucune réponse concrète sur la façon dont ce gars nous a retrouvés. Je me précipite dans la kitchenette pour prendre un couteau dans le tiroir, ce qui pourrait sembler une réaction excessive pour certains, mais je ne peux pas vous dire à quel point j'étais terrifié à ce moment-là. Quand vous êtes père, quelque chose change. Vous n'êtes tout simplement plus prêt à prendre des risques en ce qui concerne la sécurité de vos enfants. Quoi qu'il soit sur le point de se passer, il n'y avait aucune chance que je m'y engage juste avec mes poings. Couteau en main, je retourne à la fenêtre et regarde dehors, mais il n'y a plus personne. Remarquez que je dis personne, et non rien, parce qu'étendu dans le parking à environ 100 mètres plus près du motel, il y a tout le costume de Mickey contrefait, juste posé là sur le bitume. Je reste là, à fixer la chose, pétrifié pendant un moment, me disant que ce type venait de retirer son costume en une quinzaine de secondes et que maintenant il est introuvable. Puis ce qui se passe ensuite est littéralement sorti d'un film d'horreur. Je scrute les bords du parking, essayant de repérer l'homme, quand tout à coup, il apparaît juste devant la fenêtre et se cogne la tête. Oui, sa vraie tête. Contre la vitre si fort que je pensais que ça allait casser toute la vitre. J'ai failli faire une crise cardiaque sur le coup, et le cri, ou plutôt le hurlement aigu que j'ai laissé échapper a immédiatement réveillé ma femme et mes enfants. Je dis à ma femme de se rendre dans la chambre des enfants, de verrouiller la porte derrière elle et d'appeler la police, ce qu'elle fait après m'avoir posé quelques questions terrifiées sur ce qui se passait.
J'imagine que la vitre devait être en verre de sécurité ou quelque chose comme ça, car ce gars-là, qui, soit dit en passant, était entièrement nu de la tête aux pieds, ne semblait pas réussir à la briser, peu importe ce qu'il essayait. Ses poings, son front, peu importe. Ça faisait juste boum et ça secouait la vitre dans son cadre. Pendant ce temps, je brandissais mon couteau et lui criais que la police était en route. Et c'est ça, la police est en route, qui semblait bien plus le faire réagir que tout le reste. Pourtant, il s'est ensuite tourné vers la porte, essayant de la défoncer. Je me précipite alors dans la chambre des enfants pour demander à ma femme si la police avait envoyé quelqu'un. Je l'entends répondre que oui, et quand je reviens à la fenêtre, les coups ont cessé, et le costume vide de Mickey a disparu du parking. Je garde un œil sur le parking jusqu'à ce que je vois les lumières bleues clignotantes approcher, et c'est seulement à ce moment-là que je peux enfin respirer correctement. J'ai donné ma déposition aux policiers qui sont arrivés, leur ai raconté toute l'interaction que j'avais eue plus tôt avec le gars, et j'ai pensé qu'il serait assez facile pour eux de trouver un type qui serait complètement à poil s'il n'avait pas sur lui ce gros costume de Mickey Mouse. Mais comme je l'ai dit, nous n'étions plus là très longtemps après ça et le lendemain nous avons pris l'avion pour rentrer dans le Maine et retourner à la réalité. J'ai dû appeler le département de police d'Orlando pour savoir s'il y avait eu des développements, et à ma grande surprise, il n'y en avait eu aucun. Ils n'avaient procédé à aucune arrestation liée à l'incident de cette nuit-là, malgré l'interrogatoire de plusieurs employés de Disney, anciens et actuels. Je sais que ça peut paraître comme une façon vraiment anticlimatique de terminer l'histoire, que personne n'a été arrêté, que rien n'a été résolu, et que je n'ai absolument aucune information révélatrice ou éclairante à vous donner pour que vous vous disiez « Oh mon Dieu, l'appel venait de l'intérieur de la maison » ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment là que l'histoire se termine. Le gars nous a trouvés, il nous a terrorisés, et ensuite nous avons quitté la Floride. Je suppose que je peux conclure en disant que j'ai hâte de retourner en Floride un jour, quand les enfants seront plus grands et qu'ils n'auront plus aucun intérêt à aller à Disneyland, mais certainement pas de sitôt et certainement pas dans le centre-ville d'Orlando. Il existe un endroit en Floride centrale connu simplement sous le nom de Celebration. Conçu dans les années 1990 comme un projet civil par la société de développement Disney, Celebration était autrefois présenté comme la destination de rêve ultime pour les fanatiques de Walt Disney, où ils pouvaient échapper à la réalité morose de leur vie quotidienne pour vivre, temporairement ou de manière permanente, dans leur propre royaume résidentiel. Il y a 23 ans, la société Walt Disney a investi un peu moins de 5 milliards de dollars dans la planification et la construction de Celebration, en périphérie de Disney World, près d'Orlando, en Floride. Au fil des années, les rues se sont bordées de charmantes maisons pittoresques peintes en blanc, jaune, rose, beige ou bleu, entourées de clôtures blanches avec des jardins verdoyants. À l'automne, Celebration était connue pour faire venir des conteneurs remplis de feuilles mortes brunes des États du Nord, flottant autour des rues et des piazzas soigneusement aménagées. Pendant la saison des fêtes, de la fausse neige était répandue sur les toits pour créer une ambiance de Noël, malgré les températures clémentes. Pendant ce temps, des petits haut-parleurs dissimulés dans les arbres diffusaient en continu des chants d'oiseaux. Et si l'aspect étrange et artificiel de la ville ne suffit pas à vous mettre mal à l'aise, attendez d'apprendre le sombre passé que la ville apparemment parfaite de Disney cache sous sa façade, incluant des histoires d'escapades douteuses, de meurtres, de suicides, et ce qui est terrifiant, ce que l'on appelle l'étang de la mort. En surface, Celebration semble être exactement ce qu'elle prétend, l'endroit le plus heureux du monde. Peu de temps après sa création en tant que communauté de recensement, la ville s'est agrandie pour accueillir plus de 10 000 personnes, avec un hôpital local, une école, ainsi qu'un quartier commercial pour répondre aux besoins de ses nombreux résidents. L'endroit était tellement parfait que les habitants l'ont rapidement surnommé « la bulle », car c'était presque comme vivre dans un univers parallèle. D'autres le comparent à un décor sorti du film « Les femmes de Stepford » et plus récemment du film « Get Out », où une apparence de civilité cache des secrets sombres et inquiétants. Mais peu de temps après sa fondation, des fissures ont commencé à apparaître,
à la fois au sens figuré et au sens propre, avec des bâtiments mal construits, des règles douloureusement strictes, une école dysfonctionnelle et étrange, et même des décès inexpliqués parmi les résidents. Célébration était peut-être beaucoup de choses, mais ce n'était pas un parc à thème Disney, c'était une vraie ville avec de vrais problèmes, comme l'a un jour écrit la journaliste et auteure L.G. Charleston. Les plans de la ville ont été annoncés pour la première fois au début de 1994. Les demandes de résidence étaient si nombreuses que la société de développement Disney a organisé une loterie à laquelle les gens pouvaient participer pour avoir une chance de décrocher l'une des 500 maisons. Au départ, ils s'attendaient à recevoir seulement quelques milliers de candidatures, mais finalement, plus de 10 000 familles souhaitaient leur part de paradis résidentiel. Selon la brochure de marketing et de vente d'origine, Célébration affirmait qu'il existait autrefois un endroit où les voisins se saluaient dans le calme du crépuscule estival, où les enfants chassaient les lucioles et où les balançoires de Porsche offraient un refuge facile contre les tracas de la journée. Un endroit où le cinéma projetait des dessins animés le samedi matin, où l'épicerie livrait à domicile et où il y avait toujours un enseignant qui voyait en vous quelque chose de spécial. Vous vous souvenez de cet endroit? Son nom est Celebration. Cependant, à l'arrivée des résidents en grand nombre, les plaintes sur la fausse beauté artificielle et les imperfections physiques ont commencé à affluer, d'abord en petits murmures, avant de devenir un torrent de mécontentement. Il était apparemment obligatoire que chaque nouvelle maison affiche quelque part l'image de Mickey Mouse, et cela n'était qu'une des nombreuses règles du règlement de 160 pages que les habitants devaient suivre. D'autres règles stipulaient qu'une certaine variété de plantes était la seule autorisée dans les jardins de la ville, et des chemins spéciaux avaient été construits derrière les maisons pour dissimuler les poubelles et les véhicules jugés inesthétiques. De plus, il semblerait que les habitants ne pouvaient avoir que certaines couleurs de rideaux et devaient regarder leur pelouse soigneusement tondue à une longueur uniforme. Jean et Ori Scheisel, un couple retraité du Michigan et résident de longue date de Celebration, ont confié à un journal britannique que si vous n'aimez pas les règles et les règlements, nous pouvons vous garantir que vous ne voudrez vraiment pas vivre ici. Ils ont raconté à un journaliste de passage que 2 maisons voisines ne pouvaient pas se ressembler et qu'aucun foyer ne pouvait avoir plus de 2 véhicules visibles dans son allée. De plus, les rideaux devaient être de n'importe quelle couleur à l'intérieur, mais blancs du côté extérieur, afin de donner aux maisons un aspect uniforme. Si vous n'avez pas assez d'écorce dans votre paillis, ou si vous avez des plantes mortes sur votre porche, ils vous enverront une lettre sévère, a déclaré M. Scheisel. Mais avec les années, des événements plus sinistres sont venus perturber la ville apparemment parfaite. En 1998, la communauté soudée de Célébration a été horrifiée par une invasion de domicile armé. Un couple a été ligoté et bâillonné dans sa propre maison par un gang de cambrioleurs masqués qui les ont battus sans pitié avant de piller la maison. Puis, en novembre 2010, un enseignant de 58 ans nommé Matteo Giovandito, qui vivait seul avec son chihuahua, a été étranglé avec un lacet avant que son corps ne soit démembré à la hache. Les voisins ne se sont inquiétés de son absence qu'en voyant qu'il ne s'était pas rendu à l'école pour enseigner. La police a fait la macabre découverte en frappant à sa porte et en étant accueilli par l'odeur de la décomposition. David Israel Mourinho, un sans-abri à l'époque, a été condamné à perpétuité pour ce meurtre. Il a tenté de se défendre en affirmant qu'il était entré dans une rage après que M. Giovandito eut tenté de l'agresser. Dans les jours qui ont suivi la mort de Matteo Giovandito, un voisin nommé Craig Fouchy s'est retranché chez lui pendant environ 12 heures et a tiré sur des policiers qui étaient venus l'interroger. Aucune victime parmi les agents, mais ils ont trouvé M. Fouchy mort par suicide quand ils ont enfin pénétré dans la maison. Il est supposé que Fouchy était impliqué dans des incidents avec des enfants locaux. De plus, on parle d'un étang de la mort près de la ville tranquille. Jusqu'à la fin des années 90, il n'y avait aucun panneau avertissant que, si l'on se trompait de chemin, on risquait de plonger dans l'eau infestée d'alligators. Plusieurs incidents ont donné à l'étang sa sinistre réputation, le plus célèbre étant la découverte des corps de 3 jeunes hommes disparus, retrouvés 9 mois plus tard dans une voiture au fond du lac. Un garçon de 2 ans a également été dévoré par un alligator alors qu'il jouait au bord de l'étang.
un investisseur immobilier nommé Malcolm Langley, relocalisé à Celebration depuis Maidenhead, a également affirmé qu'il existait un élément sordide à la vie à Celebration, où les échanges de partenaires étaient courants. Nous appelons cela la séparation de Celebration, a-t-il déclaré lors d'une interview en 2010. Presque tous les Britanniques que je connais qui ont déménagé ici sont venus mariés et sont repartis divorcés. C'est une ville incestueuse avec un élément d'échangisme. Je n'ai jamais rencontré autant de swingers qu'ici. Il a avoué avoir vu certains venir à Celebration pour fuir leurs problèmes et espérer une fin de conte de fées, mais ils ne l'obtiennent pas. Après de nombreuses années de lutte, Disney a vendu Celebration en 2004 à une société basée à New York. Depuis, de nombreux habitants ont tenté de fuir la réputation sinistre de la ville. En réponse à un article de blog diffamatoire, un résident a écrit « Je vis à Celebration depuis 9 ans et j'adore ça. Le meilleur à Celebration, ce sont les gens merveilleux et attentionnés. Ce n'est pas du tout inquiétant. Tout le monde est vraiment sympathique et c'est magnifique. Les problèmes actuels concernent ceux qui vivent dans des appartements, pas dans des maisons. Beaucoup de gens ici pensent que c'est le meilleur endroit au monde pour vivre et qu'ils sont vraiment chanceux. Ou d'autres pouvez-vous profiter de beaux sentiers, de plusieurs piscines communautaires, d'événements communautaires et voir des feux d'artifice tous les soirs de l'année? Un autre résident a confirmé avoir vécu à Celebration pendant presque 10 ans et ne vouloir vivre nulle part ailleurs. Notre ville est loin d'être parfaite, mais c'est un endroit rempli de personnes merveilleuses. J'adore élever mes enfants ici. Pourtant, ces 2 messages sont soupçonnés d'avoir été rédigés par des cadres marketing, employés par les nouveaux propriétaires, dans le but de redorer l'image de la ville déclinante. Le site officiel de Celebration indique que la ville a été fondée avec le concept de construire un endroit meilleur et une meilleure façon de vivre. Il y a une raison pour laquelle Celebration n'est pas une ville, mais une communauté dans tous les sens positifs du terme. Mais en grattant sous la surface, il semble que derrière la façade de perfection se cachent des événements sinistres à chaque coin de rue et que pour beaucoup, déménager dans cette ville n'a pas été une célébration, mais une source de dévastation, d'abus et de mort. Je m'appelle Oni, j'ai presque 30 ans et j'utilise Instagram pour partager des photos de mes œuvres d'art. Ok, je sais ce que vous pensez, Oni est un prénom bizarre. Alors s'il vous plaît, ne me dites pas ce que je sais déjà. Non, ce n'est pas un surnom. Mes parents viennent de Californie et eux sont des hippies à fond, donc vous voyez le tableau. Comme vous pouvez probablement le deviner, j'ai grandi dans un environnement excessivement aimant et pacifiste, ce qui, je suis sûr, peut sembler cool au départ, mais disons simplement que cela m'a laissé complètement mal préparé à affronter certaines des choses plus sombres de la vie. Inutile de dire que j'ai vraiment lutté avec ma santé mentale dans la 2e moitié de la vingtaine. Je ne veux pas complètement blâmer mes parents pour cela. Je pense qu'ils ont fait de leur mieux, mais ils n'ont vraiment pas aidé avec leur « remplis ton cœur d'amour ». Alors que c'est eux dont j'avais besoin, c'était une thérapie réelle et des antidépresseurs. J'ai finalement eu accès à une aide professionnelle, mais ce qui m'a vraiment aidé à tenir le coup en attendant, c'était mon art. Avant de commencer à souffrir de dépression et autres, je peignais et dessinais des trucs assez basiques, des paysages, des portraits, des compositions florales, ce genre de choses. Mais quand j'ai commencé à vraiment souffrir, j'ai déversé tout mon stress, mon anxiété et ma tristesse sur le papier, et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est à ce moment-là que mon art a vraiment commencé à s'épanouir. C'était probablement la seule lueur d'espoir qui soit jamais sortie de ma mauvaise santé mentale. Plus je postais mes nouvelles œuvres plus sombres sur Instagram, plus elles attiraient de l'attention. Le nombre de mes abonnés a explosé, j'ai reçu des offres de commandes, j'ai même réussi à m'associer avec une entreprise de merchandising pour t-shirts et à faire quelques ventes comme ça aussi. Par exemple, j'ai dessiné un truc avec un démon pizza une fois et ça m'a rapporté quelques centaines de dollars grâce à des gens qui voulaient ça sur un t-shirt. Donc quand je dis « sombre », je veux vraiment dire que j'ai commencé à dessiner des trucs vraiment perturbants.
Le démon pizza était probablement la chose la plus légère que j'ai produite à ce moment-là, et même là, les gens disaient que c'était super tordu. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, mes nouveaux abonnés comprenaient des gens plutôt perturbés. Je ne dis pas ça pour me plaindre ou être méchante ou quoi que ce soit. Je dis ça parce qu'un en particulier a vraiment rendu ma vie difficile. Alors, je reçois un message direct de CE type qui dit qu'il adore vraiment mon travail et qu'il veut une œuvre sur commande. Bien sûr, je dis oui. Alors il me demande quels sont mes tarifs. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais en termes de prix à l'époque. Alors quand je lui ai donné un tarif autour de $80 pour une image, il a commencé à m'expliquer que je devais valoriser davantage mon art, que mon travail était tout aussi précieux que n'importe quel autre et que je devrais demander beaucoup plus. Je n'avais aucune idée de ce que je devais proposer comme montant, alors j'ai lancé quelques chiffres au hasard avant que le gars ne me fasse tomber la mâchoire en m'offrant carrément $1000 pour une image au format A3, de CE que je voulais dessiner ou peindre. Je n'en revenais pas. $1000 pour une image, c'était plus d'argent que je n'en avais jamais gagné de toute ma vie. Je me suis mise au travail immédiatement, et en une semaine, j'avais mis tout mon cœur et mon âme sur le papier. Je l'ai envoyé, et j'ai reçu mon argent via PayPal. Avoir ce genre d'affirmation m'a réellement remonté le moral au plus haut point depuis des mois. Je me sentais valorisé, comme si je pouvais apporter quelque chose au monde. Je luttais toujours avec mes démons. Mais quand j'ai découvert que je pouvais en tirer profit, que je pouvais tirer parti de quelque chose qui me hantait, c'était un sentiment incroyable. Je suis restée en contact avec ce gars. Je n'avais jamais été aussi reconnaissante envers quelqu'un de toute ma vie jusque-là, et je mentirais si je disais que je ne pensais pas pouvoir obtenir plus d'argent de lui s'il voulait quelque chose d'autre sur commande. On discutait pas mal, et il m'a confié qu'il était aussi artiste. Je lui ai demandé quel genre d'artiste il était, et il m'a dit qu'il travaillait avec des médiums très inhabituels. Naturellement, cela m'a encore plus intrigué, car je devenais aussi super sombre avec mon art, mais il semblait assez timide pour en parler. Je comprends que les gens puissent être timides pour montrer leurs œuvres. J'étais aussi très timide à un moment donné, mais ce gars avait besoin d'un sérieux coup de pouce pour me montrer quoi que ce soit. Lorsqu'il a enfin accepté de me montrer quelque chose, il m'a dit qu'il le ferait via l'un de ces messages qui s'autodétruisent qu'Insta propose maintenant. Je n'ai pas posé de questions, comme je savais qu'il enverrait l'une de ces photos qui s'autodétruisent. Peut-être pour protéger sa propriété intellectuelle ou quelque chose du genre. J'étais un peu perplexe quant à la raison pour laquelle il ne semblait pas me faire confiance, mais bon, j'adorais ce gars. Alors comme je l'ai dit, je n'ai pas posé trop de questions. J'ai attendu patiemment qu'il m'envoie une photo de certaines de ses œuvres. Cela a pris 1 minute ou 2, mais il m'a envoyé cette photo qui s'autodétruit en 3 secondes que j'étais honnêtement super excité de voir à ce moment-là. Mais quand j'ai vu ce que c'était, même si ce fut très bref, je souhaite vraiment ne jamais l'avoir vue. Cela ressemblait à une tête de chèvre dans un bocal quelconque, et le liquide dans lequel elle flottait avait l'air verdâtre noirâtre, et je suis presque sûr que c'était du formol. Mais ce n'était pas tout. Le gaz avait fait quelques petites modifications à la tête de chèvre, des ajouts que je n'ai pas tous pu distinguer à cause de la rapidité avec laquelle l'image est apparue devant mes yeux. Mais ce que j'ai vu était horrible. Il semblait qu'il avait découpé les lèvres pour que toutes les dents de la créature soient visibles, et sur chacune était gravé ou écrit un petit symbole. Je suis également presque certaine qu'il avait soit chimiquement modifié les yeux de la créature, soit les avait complètement remplacés par un type de métal ou une pierre semi-précieuse. Ils avaient cet étrange éclat. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas assez de temps pour tout assimiler, mais il y avait beaucoup plus sur la tête de la créature qui avait été altérée. Ce n'étaient pas les détails qui m'ont vraiment choqué, c'était l'idée que le cadavre d'un animal avait été tellement maltraité, juste pour qu'il puisse essayer d'en faire une sorte d'art. J'avais des questions, beaucoup de questions. Mais la première chose que je devais lui demander était si c'était vraiment réel ou juste une sorte de maquette d'un crâne. Il m'a dit que c'était réel, très réel, et qu'il avait récupéré une tête de chèvre chez un boucher, l'avait préservée, puis l'avait modifiée chirurgicalement au fil du temps,
principalement en utilisant des outils dentaires, apparemment pour la précision. Personnellement, je pensais que toute cette affaire était une honte. Je suis végane et j'essaie d'être aussi éthique que possible. Mais en même temps, je ne voulais pas imposer ma vision du monde à ce gars, surtout que je l'aimais beaucoup. Je ne voulais pas non plus l'offenser. Alors je lui ai dit que son travail était intéressant et époustouflant. Puis je lui ai demandé s'il travaillait avec de l'encre et du papier ou une variante de cela. Il m'a dit que non, qu'il ne travaillait qu'avec des crânes, qu'ils étaient la capsule qui renfermait tous les espoirs, rêves, peurs et besoins de la créature qui leur appartenait autrefois, et que travailler avec eux était en quelque sorte sacré. Je ne savais vraiment pas quoi répondre à cela. Il avait raison d'une certaine manière. Il avait l'air absolument fou en le disant à voix haute, mais je ne pouvais pas totalement réfuter son point de vue. C'était comme parler à une sorte de génie fou. Peu de temps après, il m'a demandé si je pensais qu'il était cruel de travailler dans un tel médium. Je lui ai dit que les gens pourraient trouver son travail provocateur, peut-être même contestable, mais qu'il était néanmoins fascinant. Puis il m'a demandé si je voulais en voir plus. Contrairement à la première fois, je n'avais absolument aucun doute que je ne voulais absolument pas voir plus du travail de ce gars. Mais comme je l'ai dit plus tôt, je ne voulais vraiment pas l'offenser. Alors, que pouvais-je faire ? Il m'a fallu beaucoup plus de temps pour répondre à son message cette fois-ci, mais finalement, je lui ai dit « bien sûr ». Et il m'a répondu en disant qu'il utiliserait encore un message qui s'autodétruit. J'ai attendu 1 minute ou 2 que le message arrive, et quand il l'a fait, j'ai ouvert le fil de discussion et tapé sur le petit truc pour révéler le message avec une certaine réticence. La première fois, pour cette histoire de tête de chèvre, j'avais au moins une certaine curiosité. Mais cette fois-là, j'étais juste horrifié par ce que j'ai vu. C'était une tête de singe, ou du moins, cela ressemblait à une sorte de primate, et si je trouvais que la tête de la chèvre avait reçu des ajouts troublants, cette dernière était 1000 fois pire. C'était tellement horrible que je n'en ai attrapé qu'un bref aperçu, puis j'ai dû détourner le regard et verrouiller mon écran de téléphone pour l'éloigner de moi. J'étais un peu plus confrontante avec lui après cela, lui disant que celle-là était considérablement plus dérangeante que la première et que je pensais être peut-être un peu trop sensible pour voir d'autres de ses œuvres. Il m'a demandé pourquoi, et je lui ai avoué que j'étais végane depuis quelques années, que j'aimais vraiment les animaux, et que bien que j'ai pu supporter la tête de la chèvre, je ne pouvais vraiment pas gérer la tête de singe, car elle me semblait trop humaine. C'est là qu'il me répond comme « c'est intéressant que tu dises ça », et explique que son rêve est de travailler avec un crâne humain, qu'il a mis des annonces sur Fourchon et d'autres sites pour demander si quelqu'un accepterait de donner sa tête après sa mort, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse. Puis, il m'a dit qu'il commençait à vraiment perdre patience et qu'il craignait de ne jamais avoir la chance de réaliser son rêve. Toute cette discussion avait atteint un sommet de creepiness à ce moment-là, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'était fascinant au point que j'étais sur le point d'opter pour le blocage, car je ne me sentais plus en sécurité en lui parlant. Alors, quand il m'a finalement envoyé un autre message qui s'autodétruit, me demandant si je serais prête à l'aider à obtenir une tête humaine, j'ai tout de suite arrêté de lui répondre. Je ne suis pas sûr qu'il me demandait vraiment de tuer quelqu'un pour lui ou avec lui, mais juste l'idée de me procurer une véritable tête humaine. Jamais de la vie. Mais je n'ai pas pu me résoudre à le bloquer, car il était une source potentielle de vente, après tout. Et je pouvais faire beaucoup d'argent avec ce gars si je réussissais à garder son intérêt pour mon travail. J'essaie de ne pas y penser, mais parfois, j'ai de très mauvaises impressions comme « et s'il se rendait compte que je l'ignore ? Et s'il décidait que ma tête était celle qu'il voulait utiliser pour achever son magnum opus ?» Je fais très attention à ce que je poste maintenant, m'assurant de ne mettre que des photos de mes œuvres et que les quelques photos de paysages que je postais sur mon profil ont été supprimées, juste pour que personne ne puisse savoir où je vis. Parce que s'il découvre tout je suis, il n'y a absolument aucun moyen que je puisse me sentir en sécurité, pas avec quelqu'un dont l'ambition est de travailler avec des têtes humaines coupées, sachant où je pose la mienne.